Alors, on va finir cette longue introduction. Hein, il y avait besoin de rappeler le contexte, les engagements des différents acteurs. Alors, je voudrais inviter Lola Vallejo, je ne sais pas comment ça se prononce, à l'espagnol. Ça dépend de votre niveau d'espagnol. Voilà, entonces Vallejo. Rachel Simon, alors Lola, excusez-moi, l'Institut Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI. Rachel Simon du Climate Action Network. Alors, est-elle là? Non. Et Sarah Likel. Sarah, oui, Secours catholique, si je ne m'abuse. Et Marie-Ange, mais Marie-Ange qui est partie raccompagner Madame la Ministre, mais ce n'est pas grave, on va improviser. Et j'en profitais pour vous présenter le programme de la journée, bon, que vous avez normalement sous les yeux, vous avez pu récupérer à l'entrée. Après cette session introductive, nous allons commencer le cœur de nos échanges avec une première table ronde qui vise à adresser ou à identifier des retours d'expérience sur la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Bonne pratique, retour d'expérience d'acteurs de terrain, d'établissements publics. Nous aurons des ONG, nous aurons des établissements publics comme Expertise France qui interviendra. Ça sera facilité par Camille André du GRS, que je vois au loin et qui ne doit pas trop s'éloigner. A tout de suite, Camille. Suite à cela, nous aurons une pause déjeuner de 12h45 à 14h. Ça se passera juste à côté, dans l'espace où vous avez pu prendre un café tout à l'heure. Et nous enchaînerons donc à 14h avec une réflexion sur la gouvernance autour des financements et du rôle des bailleurs. L'AFD y interviendra notamment, ainsi que l'ONG Transparency International. Et enfin, nous finirons la journée par une réflexion plus prospective sur les différentes opportunités, les pistes qui s'offrent à nous, avec là aussi différents intervenants du monde des ONG, mais aussi du monde de la recherche et des entreprises aussi qui interviendront. Et cette dernière table ronde sera animée par Adeline Favrel de France Nature Environnement. Donc nous avons aussi, au-delà des ONG de développement, nous avons aussi des écolos avec nous aujourd'hui. Donc c'était important. Merci Adeline d'être là. Voilà. Marie-Ange n'est pas encore là, donc je vais, Lola, vous passer la parole pour dire quelques mots donc, sur l'IDRI et sur les conclusions du sommet de New York qui s'est déroulé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on en attendait et qu'est-ce qui en ressort? Bonjour à tous, merci infiniment à la FERM, la Coordination Sud et CIDT pour l'invitation. En deux mots, l'IDRI, c'est un think tank français qui existe depuis 18 ans et qui travaille aussi bien sur les sujets climat, biodiversité, gouvernance du développement durable, notamment les questions de développement, mais aussi les thèmes océans. Je suis pour ma part la directrice du programme climat. Donc je suis plus les questions de négociation sous l'égide de la Convention cadre sur le changement climatique. Et c'est dans ce contexte-là que je voulais rappeler quelques éléments de contexte et d'ouverture sur l'accord de Paris, les CDN et qu'est-ce qui s'est passé à New York. J'ai eu des éléments de présentation, je ne sais pas si c'est là. Très bien. Alors, non, c'est pas la mienne. C'est celle de Marie-Ange. Est-ce qu'on va du coup laisser Marie-Ange peut-être présenter ces slides ou on passe directement au mien? Vous êtes lancé? Je peux, mais ça m'aiderait d'avoir les slides que j'avais présentés. D'accord, elles sont après? Est-ce qu'on peut intervertir les présentations, c'est possible? Ou sinon je passe la mienne ensuite. J'ai un... je voulais parler... Oh, très bien, super, merci beaucoup. Je voulais juste rappeler rapidement ce que disait l'accord de Paris sur l'ambition collective et quel était l'objectif des contributions déterminées au niveau national. Très rapidement, l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés, voire de faire tous les efforts possibles pour le limiter à 1,5 degré. Il y a une autre façon de parler de cet objectif, c'est que collectivement, les pays s'engagent à atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire un équilibre entre les gaz à effet de serre émis et ce qui peut être capté soit par des puits naturels, comme des forêts, mais aussi les sols, les océans jouent ce rôle de puits, ou par des technologies. Il faut atteindre cet équilibre dans la seconde moitié du siècle. Il y a eu un aller-retour entre l'accord de Paris qui a demandé à la science de préciser cet objectif de long terme
Et le GIEC a sorti l'année dernière un rapport pour préciser dans quelles conditions on pouvait espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et j'ai mis un des graphiques les plus parlants qui montre en fait les différentes façons de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Soit en y arrivant tout de suite, soit en dépassant 1,5 degré et en revenant à cet objectif de température à la fin du siècle, selon qu'on est sur les trajectoires en bleu ou les trajectoires en gris. Dans tous les cas, on a un objectif d'atteindre la neutralité pour le dioxyde de carbone, pour le CO2, en 2050. Donc, juste pour cadrer exactement quels sont les objectifs et vraiment rappeler l'ampleur de la tâche qu'on s'est fixée collectivement. Pour cela, l'accord de Paris a un mécanisme de l'ambition qui est dynamique. Donc, depuis 2015, on connaît déjà les rendez-vous marquants des prochaines années, et cette échéance de 2020, en fait, on l'a déjà actée depuis quasiment 5 ans. C'est-à-dire que quand l'accord de Paris a été conclu à la COP21, il a été conclu sur la base de premières contributions qui avaient été écrites avant la conclusion de l'accord, donc avant les objectifs que je viens de vous présenter précédemment. Donc évidemment, ces objectifs et ces contributions mises bout à bout, elles ne sont pas à la hauteur de l'objectif collectif, mais ça on le savait, et c'est quelque part assez normal, puisqu'elles ont été soumises avant la conclusion de l'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est de repenser à une sorte d'escalier pour progressivement remonter les contributions nationales que les États déterminent de manière souveraine pour qu'on se rapproche un petit peu plus de l'objectif en 2020, on se rapproche encore un petit peu plus en 2025, et clairement, ce sont ces 2 cycles de relèvement des contributions nationales qui vont être très très importants pour espérer atteindre cet objectif de température dans le temps imparti, puisque la science nous a dit vous avez jusqu'à 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Donc ça veut dire des réductions extrêmement rapides de 45% d'ici à 2030, collectivement. C'est vraiment énorme. Comment est-ce qu'on a l'ambition d'arriver à ce relèvement? Comment est-ce qu'on l'informe? L'accord de Paris avait là aussi déjà posé les bases de bilan. Le bilan du dialogue de Talanoa, dont on a parlé brièvement précédemment, qui était à la COP24, qui était censé faire un premier bilan des efforts d'atténuation et du chemin qui nous restait à parcourir pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, et le prochain qui sera en 2023. Mais dans cette dynamique-là, le sommet du SGNU, il n'était pas quelque part prévu par la dynamique de l'accord de Paris, c'était un sommet un peu spontané qu'avait commandé le secrétaire général de l'ONU pour mettre un petit peu de tension politique dans le système normal de relèvement de l'ambition de l'accord de Paris, et pour quelque part amener un petit peu l'urgence climatique qu'on voit dans les rapports du GIEC, qu'on sent aussi à travers la mobilisation citoyenne et notamment de la jeunesse, et pour rappeler en fait quelles seraient les responsabilités des différents grands pays, notamment du G20, les 20 plus gros émetteurs, pour prendre des engagements qui soient à la mesure de l'objectif collectif de l'accord de Paris. Voilà un petit peu comment le sommet lui-même s'intègre dans cette dynamique de l'ambition. L'objectif, donc, c'est... On sait depuis le début, je le disais, que les engagements nationaux sont insuffisants pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et encore plus à 1,5. Donc l'idée, c'est de faire relever... schématiquement, ce qui est en gris, c'est les émissions historiques. Ce que vous voyez en orange, c'est un petit peu la trajectoire business as usual. Si on ne faisait rien, voilà où est-ce qu'on en serait. Le premier round de NDC, il représente une amélioration sur ce business as usual. Donc on voit que les émissions décroissent légèrement par rapport à si on ne faisait rien du tout. Sauf qu'on est bien en dessous des trajectoires optimales pour limiter le réchauffement à 2 degrés et encore plus à 1,5. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à abaisser cette courbe en jaune le plus près possible de la courbe en verte pour qu'on ait une chance de tenir l'objectif que les nations se sont fixés collectivement. Pour ça, on a 2 priorités, réduire les émissions fossiles et augmenter le plus possible les puits naturels. Donc, comme on l'a vu, le secteur des terres, il est vraiment crucial et au carrefour de cette politique de lutte contre le changement climatique, mais aussi des politiques de biodiversité et des questions de sécurité alimentaire, puisque le secteur agricole joue un rôle très important, notamment dans la question de la déforestation. Donc, je voulais juste rappeler rapidement qu'est-ce que nous dit la science
sur le secteur des terres. On a d'un côté le corpus de scientifiques qui traitent des questions de biodiversité, rassemblés sous l'IPBES, qui a sorti un rapport mondial en avril, qui parle de l'extinction massive des espèces. On est dans la 6e extinction massive de la biodiversité en ce moment, et qui pointe du doigt le rôle de l'usage des terres, notamment autour de l'agriculture, et notamment autour du rôle de l'élevage dans cet effondrement de la biodiversité. Il note aussi qu'il y a eu des progrès dans les engagements pris pour lutter contre la biodiversité, mais en fait, quelque chose de très clair, c'est qu'un des gros défauts tient surtout à la mise en œuvre. Ce n'est pas tant dans les textes et dans les objectifs qu'on se fixe, c'est dans le manque de moyens pour les faire appliquer. Par rapport à ça, le GIEC a sorti un rapport plus spécifiquement sur le rôle des terres dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. C'est peut-être un petit sujet à côté de celui sur lequel on se concentre aujourd'hui, qui est le rôle des forêts, mais dans la communauté climat, on a tendance parfois à avoir des œillères sur les impacts en termes de biodiversité. Et on a tendance à vouloir se reposer sur des solutions magiques, très technologiques, comme quelque chose qui s'appelle le BECS, qui est le Bioenergy Carbon Capture and Storage. C'est-à-dire qu'on fait pousser des forêts de bambou, par exemple, des choses qui poussent très vite et qui captent du CO2 en grandissant. On les fait brûler dans une centrale pour produire de l'électricité. Et on aspire le CO2 qui est rejeté, on le met dans une faille géologique. Et c'était une façon de dire, attention, cette solution, si sur le plan comptable, elle est une émission négative, elle peut avoir des conséquences extrêmement graves en termes de sécurité alimentaire, en termes de biodiversité. Et donc, elle ne peut pas être généralisée partout. Donc le GIEC pointe du doigt le besoin de réduire la demande de produits animaux et pour influer sur le secteur agricole, et aussi le besoin de définir des solutions qui soient alignées avec le contexte dans lequel elles sont mises en œuvre. Par exemple, dans certains cas, on peut imaginer le besoin d'intensifier la production agricole de manière durable, alors que dans d'autres, il faut envisager des pratiques agroécologiques plus extensives et un différent type d'élevage. Alors, je voulais me concentrer rapidement sur 2 contributions potentielles des pays qui sont riches en forêt. Excusez-moi pour le problème de mise en page. La première priorité, c'est de prévenir toute déforestation supplémentaire, qui est en partie drivée par l'extension des terres agricoles pour produire des cultures dont une bonne partie est aussi dédiée à l'exportation. Donc, comme le rappelait Madame la Ministre, et je trouve que c'était vraiment bien articulé, il y a aussi une grosse responsabilité des pays importateurs pour soutenir la transition dans les chaînes de valeur. Mais du côté des pays qui ont ces forêts-là, voilà quelques thèmes qui pourraient être inclus dans les NDC. Définir un statut protégé pour les forêts et les zones naturelles qui soient compatibles avec les peuples autochtones, les encadrer par une loi, mais comme je le disais, peut-être le plus important, c'est d'avoir des outils de mise en œuvre et de régulation, de mise en pratique de ces lois qui soient à la hauteur de l'ambition pour lutter contre la déforestation. Ça veut dire avoir des agences qui ont du personnel, avoir des services juridiques et avoir des moyens de contrôle et de mise en œuvre, avec éventuellement des sanctions si ces lois ne sont pas respectées. La deuxième contribution, c'est de permettre la reforestation naturelle sur les terres qui sont déjà dégradées. Donc, si on a déjà eu, par exemple, du brûlis d'une forêt vierge, mais ça peut être aussi d'autres types de dégradation, on voulait juste pointer du doigt à l'IDRI que la reforestation naturelle, c'est-à-dire laisser la nature faire son œuvre et laisser différentes essences d'arbres reprendre petit à petit le chemin de ces terres, c'est beaucoup plus efficace, non seulement du point de vue de la biodiversité, mais aussi du point de vue carbone. On a une revue dans Nature il n'y a pas longtemps qui a montré que c'était 40 fois plus efficace en termes de stockage de carbone de faire une reforestation naturelle plutôt que de planter et de faire des plantations qui sont souvent monocultures, très, très géométriques. Et ça n'a pas du tout le même impact en termes de carbone. Donc, inclure dans les NDC
des projets de reforestation naturelle ou de restauration de la biodiversité autour de projets d'agroforesterie complexes, ça pourrait être aussi quelque chose de très important pour avoir une action cohérente au niveau climat et biodiversité. Je vais juste rappeler vite fait que le rôle des forêts, c'est pas uniquement des puits de carbone, c'est peut-être sous cet angle-là qu'on le voit quand on parle des NDC et de la Convention climatique, mais il y a aussi des fonctions écologiques extrêmement importantes, et je suis sûre que d'autres rentreront plus dans le détail. Aussi une fonction d'héritage culturel et physique, notamment pour les peuples autochtones, qui doit être prise en compte dans la formulation de ces solutions climat, essayer de faire tomber les œillères qu'on peut avoir. Une note d'espoir, c'est possible d'envisager des actions qui soient bonnes à la fois pour la biodiversité et pour le climat. Je viens de les citer, mais juste les corps scientifiques de l'IPBES et du GIEC ont eu un groupe de travail spécifiquement sur cette interaction-là. Et juste, ça a été aussi rappelé, mais au-delà de la CNUC, il y a d'autres arènes internationales où il faut porter ces solutions et avoir un discours cohérent, notamment la Convention pour la biodiversité et l'idée d'un nouveau cadre de gestion de la biodiversité, mais aussi l'Organisation mondiale du commerce et l'agenda pour le développement durable de 2030. Si on arrivait à avoir un discours cohérent sur ces solutions qui maximisent ces différents agendas-là, on aurait déjà avancé pour une bonne partie du problème. Merci beaucoup, et je vous laisse avec quelques liens de l'IDRI sur ces différents thèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce rappel du cadre, du contexte, où nous en sommes au niveau des trajectoires, pour aussi ce lien entre biodiversité et climat qui ressort beaucoup des propos de ce matin, la gestion de cette complexité. On est bien là-dedans, et réponses complexes, face à des enjeux complexes, des réponses concertées, multi-acteurs, je pense qu'on est bien dans les clous avec cette journée. Et du coup, maintenant, on va laisser la parole à un point de vue ONG avec le Climate Action Network. Rachel, quelles analyses vous faites de ce sommet de New York et de la situation actuelle? Thank you. So yeah, I will try to provide 1 week later a bit of an overview and analysis of some of the outcomes from the climate summit, in focusing on forested countries, NDCs. I'm from Climate Action Network Europe, which, in case you have not heard of it, is a network of over 160 NGOs working across Europe on climate, energy and development issues, but we're also part of a global network, Climate Action Network International, which I think is over 1,000 NGOs who come together to, we have a strong focus on the UNFCCC, and come together to work to push climate development issues in other international fora. We as a network saw the summit as a real opportunity to push for momentum on climate ambition. As a starting point, just to frame how we then judge the outcomes, of course, forests are essential to meeting the goals of the Paris Agreement. We all know that. But at the moment, they don't receive enough international political attention or financial support. So they receive less than 3% of climate mitigation funding, despite the fact that they could provide a quarter of cost-effective mitigation funding by 2030, for example. And also, in terms of how we understand ambition and how we assess it shouldn't just be judged in terms of quantifying emissions reductions or adaptive capacity, but it's really important to think about forest governance in NDCs, ensuring that NDCs are put together with the effective participation of different stakeholders, CSOs and communities, and that we adhere to the strongest international standards on rights and gender. In terms of climate finance, it's important to note that a lot of the current round of NDCs are conditional, which means that to meet their mitigation and adaptation goals, they have set out the type of climate finance needs that they require.
So, the summit. So, the UN Secretary General called on world leaders to bring plans, not speeches. He asked them to bring concrete plans to enhance their NDCs by 2030, as well as highlighting net zero targets, coal phase out, and climate finance as key issues for the summit. He wanted it to be an action-orientated summit with 9 action areas, including youth and mobilization, energy transition, industry, the industrial transition, nature-based solutions, resilience and adaptation, climate finance, and carbon pricing. I'll be focusing on the climate finance, and I think Sarah will be providing some remarks on the natural solutions. Ahead of the summit, for some it was not quite so clear how these tracks would come together, and there was not enough focus on climate finance in the run-up, as you could see on the slide. In terms of how we assess the summit, Climate Action Network International set up a number of benchmarks in 3 key areas. So firstly, on ambition. Of course, we want to see countries scale up their NDCs in line with a 1.5 trajectory. But ambition also means that we wanted to see countries ensure that on kind of land-based approaches, there's strong safeguarding for social objectives such as food security and land rights and the rights of indigenous people and the just transition. In terms of impacts, we wanted to see countries coming with plans and policies to help people adapt to and cope with climate impacts and protect human rights. And then crucially, the support aspect, so the finance. And here, what our clearest benchmark, which we were assessing the summit by, was where countries richer countries delivering contributions to the Green Climate Fund, and our ask was that countries at least double their previous contribution to the Green Climate Fund, which is the largest financial mechanism under the UNFCCC. I'll just go into a little more detail on the fund, in case some are unfamiliar with it. But the reason that the Climate Action Network is really behind replenishment this year is because we see it as a vision for the way climate finance should operate, because this fund has equal representation between developing and developed countries on its board. It is the first climate fund to use a gender-sensitive approach in its projects and programming. It's got a commitment to achieve a balance between adaptation and mitigation funding in grant equivalent terms, and that's important because there's a huge gap in terms of adaptation finance. And then also the way it operates is that it will accredit actors who want to get funding for a project or program go through an accreditation process, where they have to adhere to a set of standards, social rights and kind of institutional standards, and then they are able to access this funding. And while the fund has a number of international and multilateral development banks amongst the actors who can access its fund, we're pushing for more and more countries and subnational actors to be accredited so that they can get access to the funds. Alongside calling for a replenishment of the Green Climate Fund, it's important to say that we as a CSO community continue to really engage in trying to improve the way the fund operates. We want to see more country level and subnational actors being accredited to access funds. We want to see improvements to the way its performance is judged and assessed so that there are stronger rights-based metrics and assessment, and improvements to the gender policy and the indigenous peoples policy. And we also want to see more funding for micro level activities and support for sort of micro entrepreneurs, local communities and actors to access funds. But yeah, that said, we are calling on European countries from Can Europe and then richer countries across the world to at least double their contributions this year as it goes through replenishment.
So in terms of the outcomes, firstly on NDCs, the Chilean president, who of course has the presidency of COP25 this year, spearheaded something called the Climate Ambition Alliance, which I think in the end was around 70 countries or in that region who committed to enhance their NDC by 2020. What we can see, this is a map from Climate Action Tracker, which is a great website put together by the World Resources Institute and the NDC Partnership, which presents data on NDCs. And what we can see here is that most of the commitments came from countries in the global south, and this includes many least developed countries and many forested countries. So they've made the commitments. What were the outcomes in terms of climate finance? Firstly, on the Green Climate Fund, what was really positive was that we saw Sweden and Denmark following a trend amongst European countries, started by Norway, Germany, UK, and France, who had all previously committed to double their contributions to the Green Climate Fund, and on the day of the summit, Sweden and Denmark came out and announced they would also double their contributions. So we also saw a number of countries announcing contributions which we would consider to be, that don't reflect their capacity to give. So we continue to call on the countries such as the Netherlands, Austria, and smaller countries within Europe to come forward and top up their pledges to the Green Climate Fund. So far, pledges to the Green Climate Fund stand at 7.5 billion. So we're around, in its previous capitalization, it stood at 10 billion before the US withdrew some support. So we're roughly equal to where we were with the last capitalization. We think that the fund's growing, there's plenty of demand for its projects, and that it really can deliver more, and that European countries need to continue to top up and come forward with pledges. In terms of other climate finance announcements, we're still in the process of assessing all the outcomes, but a couple of highlights were that the International Development Finance Club, which is a group of regional and national development banks, have announced an initiative to scale up their climate finance and announced a new climate investment facility, as well as the fact that they'll be partnering with the Green Climate Fund. And then another example of an initiative to support enhanced action on NDCs was the NDC Partnership, which announced its Climate Action Enhancement Program to provide targeted support to those countries who've committed to scale up their NDCs, including enhanced sort of financial assistance. I think I had another slide, but maybe it's disappeared. It was a timeline of the coming year. Okay, maybe you can cover that. Ça fait une transition parfaite. Bravo. Merci Sarah. Merci Rachel, pardon, et Sarah, merci donc Sarah Aliguel, excusez-moi, je mélange un peu les prénoms, donc du Secours catholique, Caritas France, votre analyse de la situation avec une perspective sur la question des terres, de l'accaparement des terres dans les enjeux climat. Oui, c'est ça. En fait, avant de revenir un peu sur les sommets, sur les initiatives et les outcomes, ce qui est sorti du sommet Action Climat, je voulais revenir rapidement sur, un peu plus en détail que Lola a déjà fait, sur le rapport du GIEC qui est sorti en août sur le climat et les terres, parce qu'il a des implications en termes de réorientation de l'ensemble de nos politiques publiques dans les secteurs agricoles et forestiers, avec un constat très lourd. Et peut-être que on peut voir les principaux messages sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail. C'est que d'abord, les terres font face à une pression humaine croissante. Ensuite, que les terres font partie de la solution, on l'a déjà évoqué, mais que les terres ne peuvent pas tout faire.
Et donc on a là les 3 axes directeurs de ce rapport. Et donc les terres font face à une pression croissante. On a eu des changements en termes de consommation alimentaire, une augmentation de la consommation de la viande, on en a beaucoup parlé, la production de bétail industriel, la production de fibres aussi, de bois, d'énergie, tout ceci associé à une pression démographique croissante, qui ont entraîné des changements sans précédent dans les usages des terres et de l'eau, qui ont des conséquences très graves qu'on voit ici. Un quart des terres aujourd'hui sont dégradées, 70% de l'eau douce utilisée est utilisée par l'agriculture. On a une perte de la biodiversité, on l'a déjà évoqué, et ça a des conséquences humaines et des impacts humains très forts, puisque 500 millions de personnes sont aujourd'hui affectées par la désertification. C'est des personnes qui pourraient être contraintes de migrer. Et donc la dégradation des terres a des effets négatifs sur les droits humains en termes de déplacement de population, aussi en termes de sécurité alimentaire, puisque ça a des conséquences sur les rendements, ça a des conséquences sur la qualité de la nourriture qui est produite, et puis aussi sur la capacité des sols à stocker du carbone. Et on a évoqué cette problématique du stockage du carbone plusieurs fois aujourd'hui déjà. Ce que nous dit ce rapport, un peu plus généralement, c'est que en fait, nos systèmes alimentaires aujourd'hui sont défaillants. L'activité humaine contribue aux émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture est l'un des principaux drivers de la déforestation. Et la déforestation seule, c'est aujourd'hui 13% des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi des chiffres qui montrent l'étendue du problème par rapport à nos systèmes alimentaires, puisqu'ils représenteraient jusqu'à 37% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de système alimentaire, on parle de tout ce qui va du champ à l'assiette, c'est-à-dire de la production de pesticides, de l'épandage de pesticides, et ensuite évidemment les cultures, et puis le transport, la réfrigération, les emballages et le gaspillage. Et donc ça veut dire que ça représente en tout 37% des émissions. Ça fait des années qu'on parle d'émissions de CO2, qu'on parle du carbone, qu'on parle des énergies fossiles. Ce que nous dit, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous invite à aller voir le résumé aux décideurs de ce rapport, c'est qu'on a des émissions très lourdes de méthane, de protoxyde d'azote, qui impliquent qu'il ne faut pas traduire en fait en équivalent CO2 parce que ça demande une réponse politique différente de simplement parler de CO2. Donc il est important de prendre aussi l'ampleur et du poids des systèmes alimentaires et de pouvoir travailler là-dessus aussi dans nos contributions nationales et dans nos réponses à l'enjeu climatique et à l'urgence climatique. Globalement, on a près de 30% de la nourriture qu'on produit qui est produite pour rien puisqu'elle est gaspillée, elle est perdue. Et par ailleurs, des systèmes alimentaires défaillants parce qu'ils ne remplissent même pas leur fonction première qui est de nourrir les populations. On a 821 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Pour se remettre dans le contexte, ça faisait 10 ans que ce chiffre était en baisse. Avec les objectifs mondiaux pour le développement et les progrès de la coopération internationale, on avait réussi à inverser cette courbe. Et en fait, depuis 3 ans, on voit un inversement de la tendance à cause des changements climatiques, à cause des dérèglements climatiques. Et tous les rapports montrent que cette crise va s'intensifier. Donc on a nos progrès collectifs qui sont aujourd'hui remis en question. Et on a aussi un problème nouveau qui est que 2 milliards d'adultes sont en situation de surpoids ou d'obésité, un chiffre qui augmente aussi, et ce qui montre qu'ils n'ont pas accès à une alimentation saine. Et donc ça pose aussi des questions en termes de transformation de la nourriture et de l'alimentation. Donc ce qu'on voit, c'est que nos systèmes alimentaires sont défaillants, ils sont très lourds en termes de déforestation, et c'est pour ça qu'il faut adresser, quand on parle de forêt, il faut aussi parler du secteur agricole. Ils sont très lourds en termes de déforestation, mais ils sont aussi en fait inaptes à remplir les enjeux de sécurité alimentaire et de droits humains. Et donc ce que nous dit aussi le rapport du GIEC, c'est que les terres sont une partie de la solution. Je crois que j'ai fait une erreur de frappe, mais c'est 3/4 des NDC qui proposent, des CDN qui proposent des actions qui sont liées aux terres. Et donc on l'a dit plusieurs fois, limiter le réchauffement global à 1,5 degré implique de retirer du carbone de l'atmosphère, donc de séquestrer du carbone. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on le fait par une approche fondée sur les droits ou par d'autres technologies qui sont elles-mêmes dangereuses? Et Lola le mentionnait. On a des pistes de solutions aussi, c'est-à-dire réduire les pertes et le gaspillage alimentaire.
c'est réduire 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est libérer plusieurs millions de kilomètres carrés pour pouvoir faire autre chose. Et tout l'enjeu de ce rapport, en fait, c'est qu'il nous montre qu'on a un certain nombre d'hectares de terre. Nos terres sont limitées. En plus, elles sont dégradées, donc elles sont en train de se réduire. Et par ailleurs, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet espace qu'on a. Est-ce qu'on produit de la nourriture ? Est-ce qu'on séquestre du carbone ? Est-ce qu'on produit de l'énergie ? On ne pourra pas tout faire. Et donc, ça implique des choix politiques et ça implique de savoir sur quels critères on va faire ces choix et avec quelle synergie, notamment avec les objectifs de développement durable. Et puis, en passant vers des régimes alimentaires à base de plantes, donc en réduisant la consommation de viande, on a le même effet, on réduit nos émissions et puis on libère des terres. Ce rapport définit en fait la gestion durable des terres par l'agroécologie, l'agroforesterie et la conservation des forêts. Je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que nous dit aussi, c'est que les terres ne peuvent pas tout faire. La séquestration du carbone, elle n'est pas permanente, elle a des limites biophysiques, parce que les terres ne peuvent pas séquestrer à l'infini, et puis il y a des risques de rejeter, donc de rejeter le carbone qui avait été séquestré dans l'atmosphère, parce qu'on a un changement dans l'usage des terres ou un changement dans les températures. On a des risques, là on a parlé, en parlant des BECS, sur la désertification, sur la dégradation des terres, sur la sécurité alimentaire. Et puis globalement, cette compétition sur les terres, on ne peut pas tout faire sur un espace limité. Il faut faire des choix. Quels sont ces choix et quels sont les critères qu'on prend pour ne pas menacer les droits humains et la sécurité alimentaire de l'ensemble de l'humanité. Ce que dit aussi, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que les terres ne peuvent pas tout faire, donc il faut réduire nos émissions dans l'ensemble des secteurs pour pouvoir espérer rester sous 1,5 degré. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la partie du rapport sur les mesures de réponse, donc en fait sur les politiques publiques de réponse, présente ce que les ONG poussent depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, la science le corrobore en montrant que c'est l'approche la plus ambitieuse au niveau climatique, c'est l'approche par les droits. Et la première mesure, c'est la sécurité du foncier. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'importance du secteur foncier. En fait, les populations ont besoin de protéger les sols, de restaurer les sols pour pouvoir produire autrement de la nourriture, pouvoir restaurer les forêts de façon naturelle. Ça implique une sécurité du foncier pour les communautés paysannes, pour les populations autochtones, pour pouvoir envisager une projection de long terme. Ça, c'est la première politique climatique en fait, à mettre en place. C'est pas forcément la plus chère en plus, mais c'est une question de reconnaître le droit à la terre aux populations pour pouvoir envisager des solutions de long terme. Et ça, le rapport du GIEC est très clair là-dessus. Sur la restauration des écosystèmes, la protection des forêts, c'est la mesure la plus efficace. On peut aussi se baser sur les savoirs autochtones, les savoirs locaux, et puis impliquer les populations dans la gestion locale des ressources naturelles. Donc reconnaître les droits, à la fois la sécurité du foncier et la participation des populations aux décisions locales et aux décisions collectives. Et donc, pour revenir sur le SGNU, le sommet Action Climat, sur la question du secteur des terres, finalement, on a eu deux grosses initiatives qui ne sont pas satisfaisantes d'après nous. D'abord, il y a le One Planet Business for Biodiversity, qui est une initiative qui a trait à l'alimentation. Sous le leadership de Danone, en fait, 20 grandes entreprises de l'agrobusiness se retrouvent autour d'un constat très intéressant, c'est-à-dire qu'elles-mêmes reconnaissent que l'agriculture qu'elles ont menée et qu'elles ont développée et promue jusque-là n'est pas durable, que cette agriculture a détruit la biodiversité, a détruit les sols. Donc c'est très intéressant de voir que même ces acteurs-là font ce constat-là. Et donc on voit ce début de prise de conscience en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de perte de la biodiversité. Par contre, ces considérations sont celles du secteur privé. Donc c'est très bien qu'il y ait cette prise de conscience. Ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'aucun État ne soit arrivé avec une transition de ce système alimentaire, une contribution de CNDC dans le secteur agricole et alimentaire vers cette transition qui est celle qui est soulignée par le GIEC, qui est nécessaire, qui est de sortir de l'agriculture industrielle pour aller vers une agriculture agroécologique, enfin une agriculture durable. Et donc on n'a pas cette approche par les politiques publiques. Pour l'instant, on a une initiative du secteur privé. Et pour ce qui est de l'Alliance pour la protection des forêts, donc elle a été décrite tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus,
cette alliance ne s'attaque pas en fait aux sources de la déforestation. Les principaux drivers de la déforestation, ils sont liés à nos importations en Europe de soja, à nos demandes d'agrocarburants. En termes d'agrocarburants, aujourd'hui, on a besoin d'approches systémiques qui soient fondées sur les droits pour répondre à ces enjeux-là. Et ces alliances-là, ces initiatives-là ne répondent pas à cet enjeu d'après nous. Merci beaucoup, Sarah, pour cet autre éclaircissement qui fait bien le lien entre les approches de développement, les approches de climat, avec la gestion de cette complexité qui nécessite vraiment une réponse globale, systémique. Marie-Ange, est-ce que tu veux dire quelques mots, puisque nous avons tout à l'heure sauté ton intervention avant d'enchaîner avec les questions et le débat en salle, c'est ça ? Non, c'était ton introduction sur les attendus de la journée que nous avons. D'accord. Je veux bien qu'on me passe la présentation. Allez, juste avant. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, mais il fallait quand même raccompagner Madame la Ministre et la remercier d'avoir passé un petit peu de temps parmi nous. Alors, à nouveau, merci à Coordination Sud pour cette collaboration dans le cadre de cet événement et merci également à CIDT. Nous avons oublié de remercier peut-être aussi les personnes qui nous ont permis de réaliser cet événement pour leur appui financier, à savoir l'Union européenne, d'une part, mais également l'Agence française de développement et également DFID, donc le département pour la coopération internationale du gouvernement britannique. Alors la genèse de cet événement remonte à 2018, lorsque Fern a publié une étude qui analysait le processus d'élaboration des contributions déterminées au niveau national dans un certain nombre de pays forestiers tropicaux, avec un accent sur les pays qui avaient signé un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la plupart de ces pays avaient lancé un processus un petit peu dans l'urgence, dans la précipitation, et qu'il y avait eu très peu d'informations et très peu de concertation et de consultation des parties prenantes. Bon, à l'époque, cela pouvait se comprendre et l'excuse était qu'il fallait soumettre donc les CDN à temps pour la COP21, donc le sommet de Paris. Mais le résultat, c'est que la plupart de ces CDN sont relativement faiblardes, pour ne pas dire très faiblardes, et qu'elles ne prennent pas en compte donc cette fameuse question de la gouvernance forestière que certains des intervenants précédents ont évoquée. Donc les questions de participation, les questions de suivi de la mise en œuvre des CDN, les questions des droits des communautés. Donc on s'est vraiment rendu compte que c'était des CDN qui avaient été un petit peu rédigés pour la forme. L'autre constat, c'est que, je l'ai dit, il y avait un manque total de transparence et d'information sur la manière dont allait être géré le processus de mise en œuvre de ces CDN elles-mêmes. Et donc, on a abouti à un certain nombre d'interrogations et de réflexions. Oui. La suite, s'il vous plaît. Voilà, on s'est dit que, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ce petit tableau qui est extrait de cette étude. Merci. Voilà, donc vraiment sur les piliers de la gouvernance, c'est un petit peu catastrophique, en particulier sur les questions de transparence et de participation. Voilà, il n'y a presque rien dans les CDN des pays qu'on avait étudiés, à l'exception peut-être du Ghana qui fait figure de bon élève, mais globalement, le tableau était assez sombre. Alors, quelles ont été donc nos conclusions et nos priorités d'action pour essayer d'un petit peu recadrer le tir? Donc, avec nos partenaires de la société civile des pays forestiers, on s'est dit qu'on devait tout d'abord travailler sur une meilleure participation de la société civile à ces processus, puisqu'elle avait été complètement marginalisée lors de l'élaboration des premiers CDN. Et on s'est dit aussi qu'il était important d'abattre les cloisons qui existaient entre les ONG du Nord et du Sud, parce que les ONG du Nord, tout de même, étaient relativement bien intégrées dans les débats, notamment dans le cadre des négociations sur le climat, et avaient une meilleure connaissance, finalement, des enjeux que
les ONG du Sud. Et une autre cloison qu'il convenait d'abattre, on en a parlé, je pense, tout à l'heure, plutôt au cours de cette matinée, c'est d'abattre les cloisons entre les acteurs qui travaillent sur la gouvernance forestière et ceux qui travaillent sur les questions climatiques, parce que ces deux groupes d'acteurs, finalement, ne se sont que très peu parlé lors de l'élaboration des CDN. Alors, ce que nous attendons de cette réunion aujourd'hui, je pense que ça a été bien évoqué dans les discours d'ouverture et dans les mots d'introduction, c'est, voilà, vous venez d'entendre finalement le bilan sur le sommet de New York, qui est extrêmement mitigé. Nous aimerions aussi pouvoir ensemble discuter de l'ambition requise pour relever les CDN, et par ambition, on entend essentiellement en tant que ferme, en tout cas, j'étais heureuse d'entendre Sarah et également Lola en parler, c'est l'implication donc des populations qui sont les plus vulnérables au changement climatique, donc les communautés locales, les communautés forestières, mais aussi la société civile. Nous espérons aussi que cet événement permettra un partage d'expérience à travers d'espérance aussi et d'espoir à travers les régions. Donc il y a des représentants d'Asie du Sud-Est, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Europe, de la Commission européenne. Donc je pense que nous pourrons avoir des débats intéressants sur les enseignements que nous pouvons tirer, et puis aussi sur la manière dont on peut capitaliser sur ce qui se fait de bien pour relever les défis. Donc j'étais très contente d'entendre Madame Maraï-Nisson parler des APV et du FLECT. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin de réinventer la roue dans les pays forestiers tropicaux, mais comment est-ce qu'on peut déjà utiliser les processus de gouvernance et les réformes qui sont en cours. Enfin, j'espère qu'on pourra convenir de recommandations pour renforcer les synergies entre le Nord et le Sud, mais aussi à tous les niveaux, donc au niveau national, régional et mondial. Ah, ça ne marche pas. Bon. C'est du dessus. Ok. Voilà, donc les résultats auxquels on parviendra, et j'espère qu'on pourra en reparler au moment de la conclusion, c'est qu'il y ait une meilleure compréhension, surtout de la part de ceux qui ont été un petit peu marginalisés ou mis à l'écart de l'élaboration des CDN. Nous espérons aussi donc réduire le fossé entre le Nord et le Sud, tant au niveau des ONG que des acteurs institutionnels. Et puis alors, j'espère que nous pourrons créer davantage de synergies pour le plaidoyer. Nous avons entendu Madame la ministre nous dire qu'on ne devait pas se contenter de faire du plaidoyer, mais bon, il faut déjà qu'on puisse faire du plaidoyer pour avoir notre place à la table, ce qui n'est pas évident, surtout dans certaines régions dans lesquelles nous travaillons. Donc le plaidoyer d'abord, oui, et une fois que nous aurons notre place à la table, nous pourrons effectivement pouvoir décortiquer et faire un suivi effectif donc, de ces fameux CDN. Donc merci et désolé encore pour le retard. Merci pour cette introduction. Merci à tous les intervenants et intervenantes pour cette introduction riche.